il y a 50 000 milliards de bactéries qui composent nos intestins. Donc sur les 7 mètres d'intestin, vous avez plus de 2 kilos de bactéries. J'ai choisi de parler du microbiote buccal, intestinal et vaginal parce qu'ils sont tous stratégiques à mon sens. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour À Votre Santé, bonjour, bienvenue. Ravi de vous retrouver. La punchline du jour, c'est « Prends soin de tes microbiotes, ils prendront soin de toi ». Microbiote au pluriel, vous l'avez constaté. Mon invité s'appelle Karima Oussedik. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes docteur en biochimie moléculaire et alimentaire, nutritionniste et spécialiste des équilibres nutritionnels, spécialiste de cette nouvelle discipline, la biochimie alimentaire. On en fait pas mal de vidéos déjà que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube. Et depuis 10 ans, vous étudiez le microbiote intestinal et vous en avez tiré des leçons. Tout à fait. Vous commencez à avoir du recul sur l'étude de microbiote intestinal. Et la première, qui est très importante, c'est que ce microbiote ne vit pas tout seul, ne travaille pas tout seul. Il a besoin de collaborateurs, dont le microbiote buccal et vaginal. C'est pour ça que vous les avez mis au pluriel. Vous publiez La révolution des microbiotes buccal, intestinal et vaginal chez Albin Michel. Jusqu'il y a encore quelques années, le monde des microbiotes n'était qu'un fantasme scientifique pour le monde médical et un espace inaccessible au public, écrivez-vous, non scientifique. Et il y a encore 50 ans, nous étions loin de nous douter que nous n'étions pas seuls dans notre corps et que des bactéries vivaient partout sur nous et en nous, jusque dans notre partie que vous appelez VIP. Et oui, dans notre partie VIP, dans notre vagin, se trouve un microbiote que nous avons longtemps sous-estimé. Les hommes vont se sentir un peu lésés quand même. On n'a pas de microbiote. Si, on doit avoir un microbiote au niveau des parties génitales. Oui, exactement. Séminal, et on s'est rendu compte qu'il n'était pas stérile. Alors ça, j'ai appris ça dans votre livre, contrairement à ce qu'on disait. Oui, tout à fait. Et ça sera le prochain livre. Ah, on a déjà le sujet. Il faut chouchouter nos microbiotes pour vivre longtemps et en bonne santé. Et vous avez donc pris le choix d'en évoquer 3. Alors, pourtant, il n'y en a pas que 3. Pourquoi vous avez choisi d'évoquer ces 3-là ? Tout à fait. Nous avons plusieurs microbiotes. D'ailleurs, ce que nous appelons un microbiote, pour le rappeler un petit peu de manière brève, c'est l'ensemble des micro-organismes. Un microbiote est constitué par des levures, des virus, des bactéries. Et comme la majorité de la population d'un microbiote, ce sont les bactéries, donc on s'y intéresse beaucoup à cette majorité. Après, l'ensemble de tous ces microbiotes dans le corps humain fait ce qu'on appelle le microbiome, compose le microbiome. On a le microbiote au niveau de la flore, au niveau de la partie ORL. On a le microbiote et après l'addition des microbiotes, c'est le microbiome. D'accord. Exactement, c'est ça. C'est l'ensemble de tous les microbiotes qui vous constituent au niveau de la flore ORL, pulmonaire, du derme, au niveau des intestins, au niveau vaginal, au niveau séminal, etc. Donc il y a plusieurs microbiotes, c'est vrai. J'ai choisi de parler du microbiote buccal, intestinal et vaginal parce qu'ils sont tous stratégiques à mon sens. Le buccal, c'est un carrefour stratégique. Il est entre le cerveau, les poumons, les intestins. C'est vraiment un carrefour très intéressant et important dans les futures thérapies. L'intestinal, on ne le présente plus. C'est celui dont on a parlé le plus depuis ces 10 dernières années. Étant donné qu'en plus, il a ce qu'on appelle une couche d'intelligence. Il est composé de neurones. Donc c'est vrai qu'on s'y a intéressé beaucoup et on le retrouve associé à plusieurs maladies comme le Parkinson, l'Alzheimer, etc. Mais on s'aperçoit que le microbiote buccal est dans la même condition. Lorsque ça se dérègle, il est aussi impliqué dans plusieurs maladies. Le vaginal, malheureusement, actuellement, on a de plus en plus de femmes qui font ce qu'on appelle des infections urinaires, vaginales, des mycoses à répétition. 20% de la population européenne, donc c'est pas quelque chose d'anodin. Et donc c'était important aussi de s'intéresser à ces dysbioses, à ce dysfonctionnement et d'en parler. On dit dysbiose aussi pour le microbiote Exactement, voilà, exactement. La dysbiose, c'est le déséquilibre, c'est un manque de diversité bactérienne, un manque de nombre de bactéries au niveau de cette région. Donc, quand vous avez moins de bactéries et que c'est moins diversifié, on va parler de ce déséquilibre qu'on appelle la dysbiose. Les bactéries sont classées suivant leurs besoins en oxygène pour vivre et se multiplier. Exactement. On a des bactéries qui évoluent dans un milieu où il y a de l'oxygène. Par exemple,
quand on parle du microbiote buccal, il y a une partie de ce microbiote qui est représentée par des bactéries qui aiment l'oxygène. Elles vivent dans l'oxygène, ce qu'on appelle les bactéries aérobies. Et vous avez des bactéries qui, elles, évoluent dans un milieu sans oxygène. Et c'est ce qu'on appelle les bactéries anaérobies. D'ailleurs, on les retrouve un peu partout, ces bactéries anaérobies sans oxygène. On les retrouve aussi au niveau intestinal, au niveau vaginal. Donc, on a besoin de ces deux formes de bactéries pour vivre et être à l'équilibre. À noter que dans les différentes régions de notre corps, les bactéries fonctionnent différemment. Quelle est la région du corps où il y a le plus de bactéries ? Alors, la région du corps où il y a le plus de bactéries... La plus forte densité de population de bactéries. Exactement, là où le mètre carré coûte très très cher, je dirais que c'est au niveau intestinal. Il y a 50 000 milliards de bactéries qui composent nos intestins. Donc, sur les 7 mètres d'intestin, vous avez plus de 2 kilos de bactéries, ce qui est quand même très très important. Et donc, alors... Encore plus important, lorsque vous prenez 1 gramme d'échantillon, 1 gramme de fesses, 1 gramme de sel, à l'intérieur, vous avez 300 000 millions de bactéries, donc c'est énorme, cette densité au niveau intestinal. Après, la densité aussi au niveau buccal est importante, c'est 10 000 milliards de bactéries. Après vient le vagin où la densité est un peu moins représentée, donc on peut aller jusqu'à 1 petit milliard, mais voilà. Donc, l'intestinal arrive quand même en première position. Le premier microbiote que vous évoquez dans votre livre est celui de la bouche. On dit également biofilm. Voilà, c'est ça. On parle de différents microbiotes. Donc, on peut avoir différentes bactéries qui composent et qui fonctionnent au niveau buccal. Suivant, on va dire, l'hétérogénéité de ces bactéries, on ne va pas tous avoir la même bouche. Donc, on peut avoir le biofilm 1, le biofilm 2, le biofilm 3. C'est comme dire on peut avoir un type de microbiote 1, 2 ou 3. Donc là, dans la bouche, c'est trois types différents. Trois types différents de microbiotes, exactement. Il y en a. Le premier est majoritairement constitué de ce qu'on appelle les streptococcus, avec leurs meilleurs amis fidèles qui leur permettent d'être à l'équilibre et qu'on appelle les lactobacillus. Ensuite, vous avez le deuxième biofilm qu'on appelle le Prevotella. Lui, c'est un intermédiaire. Il ne faut pas trop y rester dans ce type de flore parce que c'est une flore qui peut vite dégénérer en ce qu'on appelle la flore 3 et qui est constituée majoritairement de nucléatomes, comme nucléaire. Donc, durant toute notre vie et au cours de notre vie, on peut passer d'un type de microbiote à un autre, d'un type de biofilm à un autre. Par exemple, vous avez arrêté de fumer, vous avez arrêté de boire de l'alcool, vous avez arrêté de consommer les boissons sucrées, des boissons gazeuses et trop de sucre. On peut voir votre microbiote passer de la flore 2 à la flore 1 ou même de la flore 3, la plus déséquilibrée, à une flore 1 enrichie de streptococcus et de lactobacillus. Streptococcus. C'est des jolis noms. J'aime beaucoup le nom. Alors lui, c'est le gentil. Mais voilà, contrairement à ce que son nom veut bien dire, c'est le gentil. Oui. C'est le gentil. Prevotella, elle est moins sympa, mais Fusobacterium nucleatum, c'est le plus méchant. Alors si j'ai bien compris votre livre, c'est qu'on peut passer son biofilm à son partenaire ou à sa partenaire. Exactement. Bon. Est-ce que ça veut dire que si on a un biofilm Prevotella, on va le passer. On peut le passer. C'est pas l'autre qui va gagner. Qu'est-ce qui fait que c'est un biofilm qui l'emporte sur l'autre ? Suivant le biofilm que vous avez. Si vous avez un biofilm à l'équilibre avec une défense immunitaire importante, donc les streptococcus et les lactobacillus, là, vous ne pouvez pas être atteint par un petit bisou de Prevotella. Par contre, je parlais pas d'un petit bisou. Je sais qu'on est en période de mois de Ramadan, mais je parlais d'un bisou ou d'un gros bisou. Voilà. Peu importe, dans les deux cas, c'est suivant votre flore à vous. Si votre flore elle est à l'équilibre, si votre hygiène buccale est bonne, si par exemple vous vous brossez les dents après chaque repas, vous n'êtes pas un grand consommateur d'alcool, vous ne fumez pas, vous n'êtes pas un gros consommateur de sucre, là en réalité rien ne peut vous atteindre. Par contre, si vous êtes une flore de type 2, Prevotella, ou surtout si vous êtes une flore vraiment chaotique, ce qu'on appelle Fusobacterium nucleatum, là, oui, c'est vrai que le bisou petit ou grand, répétitif, peut vous atteindre. Et oui, c'est comme ça.
Moi, je pense qu'il faut tester avant. Il faut faire des tests de microbiote buccal, tu sais. C'est ce qu'ont fait certains pays, dans certains pays comme les États-Unis, comme le Canada, comme l'Australie. Et on s'est mis à tester un petit peu les couples par rapport au microbiote et on voit un petit peu comment on peut balancer de l'un à l'autre. Comme nos microbiotes buccaux sont vraiment dynamiques, on peut aller de l'un à l'autre, suivant notre hygiène alimentaire, etc. C'était intéressant de voir. Mais attention, pour être atteint du bisou, gros bisou ou petit bisou, il faut quand même avoir une flore déséquilibrée. Quand vous avez une bonne hygiène, une bonne alimentation, et que vous faites attention à ce que vous avez dans votre assiette, c'est pas la même, c'est pas pareil. Les bactéries buccales nous évitent chaque jour de nombreuses infections, mais attention, la bouche ne stoppe pas tout. Exactement, la bouche ne veut pas tout stopper. Alors la bouche, elle stoppe quand même pas mal de choses. Quand on parle de tous les petits germes, de la poussière, des petites bactéries qu'on peut trouver sur les fruits, les légumes, on va faire ses courses au marché, on va nous tendre une fraise, un bout de fruit, etc. Heureusement que la bouche, elle a tout ce qu'il faut pour se défendre. Et souvent, quand on va manger ces légumes, ces fruits, etc., c'est comme ça qu'on produit certaines molécules qui deviennent des vrais défenseurs de notre équilibre buccal. Malheureusement, lorsqu'on est grignoteur, lorsqu'on se lave pas souvent la bouche, lorsqu'on est amateur de vin, lorsqu'on fume, là, c'est vrai que les déséquilibres sont importants. Et donc, cette fameuse barrière bouclier contre les bactéries pathogènes, contre les pesticides, contre certaines molécules chimiques, elle n'est plus là. Là, c'est la fête. Et donc là, ça passe vers l'intestinal. Dans l'étape suivante. Exactement. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas étudier, à mon sens, l'intestinal sans prendre en compte le buccal. Donc, le premier niveau, quoi. Exactement. C'est là où tout se passe au départ. Votre alimentation, elle passe par la bouche. Soit elle va suivre les étapes de la digestion avec la salive, avec toutes les bactéries nécessaires à la transformation des nutriments, la première étape de digestion. Si ces bactéries ne sont pas là, malheureusement, les intestins vont être fragilisés. On parle de vos microbiotes ce matin avec mon invité, le docteur Kaina Oussedik. Je rappelle que vous publiez La révolution des microbiotes buccal, intestinal et vaginal chez Albin Michel. Kaina, on parlait du premier microbiote qui est un carrefour stratégique. C'est celui, le microbiote buccal. Ça commence par là. Exactement. Alors finalement, il y a beaucoup de pathologies pour lesquelles vous donnez des solutions naturelles. Oui, tout D'ailleurs, à fait. par exemple, les aftes. Voilà, exactement. Les aftes, alors d'abord, il faut définir. Attention, les aftes, il y a deux types d'aftes. Vous avez des aftes que vous pouvez faire suite à des petites intolérances à certains fruits, à certains légumes. L'afte liée à l'ananas, par exemple. Voilà, à la fraise, à la banane, etc. Donc, dès qu'on mange ces fruits et légumes, on s'aperçoit qu'on a cette petite inflammation qu'on appelle l'afte. Et ensuite, vous avez un autre type d'afte. Pour celui-ci, il faut vraiment consulter son dentiste et exclure ce qu'on appelle les pathologies un peu plus importantes, parce qu'on peut avoir des aftes récidivants. Et ceux-là qui récidivent cachent souvent des maladies comme le Crohn, comme le cœliaque. Donc, c'est là où j'invite les gens vraiment à faire des consultations. Lorsqu'on n'a pas croisé ça avec des légumes ou des fruits et qu'on voit que ça revient souvent, là, oui, il faut consulter. Mais les gens, en général, savent ce qui va déclencher un afte. Oui, exactement. Ça va quoi? Ils sont un peu allergiques. Enfin, on peut dire allergiques. Oui, c'est ça, exactement. C'est une allergie. Ouais, tout à fait, c'est une allergie. Mais lorsqu'on ne lie pas ces aftes avec des aliments bien importants dans son assiette, il faut faire attention et il faut consulter. Alors, j'ai été surpris que vous mettiez dans les pathologies l'herpès labial, parce qu'il n'est pas vraiment à l'intérieur de la bouche. Exactement, mais il est quand même causé par un déséquilibre qui se trouve à l'intérieur de la bouche. D'accord, ouais, oui. Donc, c'est le fameux bouton de fièvre. Exactement, le fameux bouton de fièvre, c'est quand même dû à un déséquilibre à l'intérieur de votre bouche. Parce qu'attention, quand on dit le microbiote buccal n'a pas vraiment de frontières. Après, plus il va vers les lèvres et plus il va sortir et plus il va devenir un autre microbiote qui est celui de votre épiderme. Donc, voilà, et ils sont en connexion tous les deux, ils se renforcent mutuellement, et parfois quand il y a un déséquilibre entre les deux, peut apparaître ce bouton de fièvre. Mais est-ce qu'on peut vraiment prévenir le bouton de fièvre ? Parce que les gens le sentent venir, en fait, oui, le bouton de fièvre. Souvent. Ouais, et puis, même pas parfois, mais souvent, les gens vont vous dire, il arrive au même endroit.
c'est toujours, c'est toujours au même endroit. Donc, c'est ce que certains dermatologues appellent un bug au niveau de votre peau. Il y a un endroit sensible, il y a un endroit qui a perdu son bouclier bactérien, et donc c'est cet endroit qui sera malheureusement à chaque fois la cible de ce fameux virus. Peu importe, que ça soit les aftes, que ça soit un bouton de fièvre, que ce soit par exemple les mauvaises haleines. L'halitose. Exactement. Tout ça montre quand même un déséquilibre de la bouche pour lequel il faut vraiment trouver une solution. Les premières solutions les plus simples et qu'on oublie souvent, c'est le brossage de dents, c'est se brosser les dents après chaque repas. Et ce qui cause souvent le déséquilibre et qui arrive à ce genre de petites pathologies ou de pathologies plus importantes, au niveau de la gingivite, le déchaussement des dents ou mauvaise haleine, aftes et petits boutons de fièvre, souvent ce déséquilibre, on l'oublie, mais c'est causé à cause du grignotage. Donc, on oublie souvent ce facteur. On va citer l'alcool, on va citer le tabac, on va citer le manque d'hygiène ou la surhygiène, mais on oublie de citer le grignotage. Le grignotage, est-ce qu'on se brosse les dents après chaque grignotage ? Non. Donc, le grignotage est l'un des facteurs les plus importants dans le déséquilibre buccal. Bien sûr, après tout ce qui est médicaments, chimio, radiothérapie, etc., maladies où les traitements sont lourds, mais on oublie que le grignotage est l'un des facteurs qui déséquilibre beaucoup notre flore buccale. Alors le deuxième microbiote qui arrive, celui après le microbiote buccal, c'est le plus connu, c'est le microbiote intestinal. Donc qui lui, contrairement à son homologue buccal, n'est pas à un carrefour stratégique. Voilà, n'est pas un carrefour stratégique, mais comme on disait tout à l'heure, il a une couche d'intelligence. Donc on s'est intéressé parce qu'on a retrouvé des cellules neurales au niveau intestinal. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'elles font là ? Et c'est comme ça qu'on s'y a intéressé de plus en plus. Et puis l'intérêt initialement aussi était porté sur le fait qu'il avait 50 000 milliards de bactéries. On s'est dit, autant de bactéries sur 7 mètres d'intestin, il va falloir aller regarder un petit peu tout ça de près et essayer de comprendre le fonctionnement. Vous dites qu'en fait, il abrite un système nerveux dit entérique. Oui. Contrairement à celui au niveau cérébral. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a commencé à faire le lien entre ce système-là et le système dit cérébral. On s'est rendu compte que certaines bactéries, quand elles se retrouvaient dans le circuit sanguin et atterrissaient au niveau du système cérébral, elles ne le faisaient pas exprès, elles avaient l'impression d'être dans le système intestinal. Concernant certaines pathologies, enfin certaines maladies comme le Parkinson et l'Alzheimer. On parlera justement de ces dysbioses. Alors vous dites que le microbiote intestinal est peuplé à 95% de 2 familles, donc il faut retenir 2, qui s'appellent comment ? Firmicutes et Bacteroideae. J'adore, je suis fan. Quels sont fan des Bacteroideae ou des Firmicutes ? Non, comme toujours, il y a les gentilles. Et voilà. Et les moins gentils. Et les moins gentils, on va dire. Même si on a besoin de toutes les bactéries. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Je dirais que la difficulté par rapport à tout ce qu'on a eu à traiter en médecine, en sciences jusqu'à présent, c'est que dans les microbiotes en général, il n'y a pas vraiment un gentil ou un méchant, mais c'est un équilibre qu'il faut avoir entre toutes ces populations-là. Il ne faut pas éradiquer les... Voilà, c'est ça. Il ne faut pas vouloir absolument... Depuis des décennies chez l'être humain et qu'on les a trouvées depuis des décennies, elles ont traversé toutes les époques, c'est qu'il y a bien une raison. Oui. Même chez nos ancêtres... Exactement, tout à fait. Chasseurs-cueilleurs, on les a retrouvés. On les a retrouvés. Donc, elles sont bien là pour quelque chose. Ou quand on disait... Alors, comment on sait qu'on les a retrouvés chez nos ancêtres chasseurs-cueilleurs ? C'est qu'on a fait des analyses. Oui, c'est ça. On a fait des analyses. Soit on a retrouvé des fesses, soit on a retrouvé les os, les ossements sur lesquels on a gratté. Il n'y a que vous qui dites fesses. C'est comme ça qu'on... Moi, je connais personne d'autre dans ma vie qui dit fesses. Les selles. Les selles. Voilà. Mais vous dites fesses. Voilà. C'est beaucoup plus chic. C'est le terme scientifique. Voilà. On a retrouvé des fesses qui devaient être très séchées. Voilà, c'est ça. Et donc, on les a analysées. On a regardé un petit peu la biodiversité de ces bactéries-là. Alors, quelles sont celles que vous appelez les stars ? C'est vous qui m'avez écrit la question, donc je la dis telle quelle. Vous avez fait mon chat GPT. Vous devriez avoir honte de faire ça à un vieil animateur. Non. C'est vrai que c'est un sujet qui est très complexe. Et donc souvent, vous avez dit que je n'allais pas comprendre. Ah, pas du tout. Bon, les firmicutes et les...
Pas du tout. Bon. Mais c'est vrai que c'est un sujet très complexe et souvent on parle de façon très générale. À travers ce livre, je voulais vraiment que les gens apprennent à les nommer, à comprendre leur importance. Et comme ça, lorsqu'ils vont chercher une problématique ou ils vont chercher une solution à leur problème, ils vont comprendre quelles sont les bactéries qu'il faut regarder. Oui, et puis en plus, c'est plus nous on va en parler, plus ça va populariser le Exactement, mot, on va tout dire, à fait. dans la population. Et c'est vrai que vous deviendrez de plus en plus familier avec ces bactéries. Par exemple, quand on parle d'Akkermansia, Akkermansia, c'est une bactérie qu'il faut absolument regarder chez les gens qui sont en surpoids, chez les gens qui présentent une obésité. C'est très important de regarder Akkermansia. Et d'ailleurs, c'est une bactérie qui est de plus en plus étudiée dans les problèmes de surpoids, parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on l'a donnée ou lorsqu'on motivait sa prolifération chez les gens qui ont perdu totalement Akkermansia, et ben on s'est rendu compte que plus Akkermansia revenait et plus la personne pouvait perdre du poids. Akkermansia mucinifila. Pas facile à dire. Mais Akkermansia, elle appartient pas à la famille des firmicutes et des bactériaux. Oui, elle appartient encore à une autre famille. C'est une autre famille, c'est pour ça que je voulais pas y aller tout de suite. Voilà, qui est moins représentée dans le système intestinal. Mais c'est pour ça que quand vous parlez tout à l'heure des méchantes et des gentilles, c'est vrai qu'il y a les dominantes et les minoritaires. Mais chacune a un rôle important. Alors, quelles sont les bactéries stars qui méritent d'être connues par le grand public ? Alors, je dirais qu'il y a une bactérie qui porte bien son nom, c'est Merdae. Voilà, on ne pouvait pas l'inventer. Elle s'appelle Parabactéroïde Merdae. C'est ça, voilà. Exactement. On ne pouvait pas l'inventer. C'est pas facile à prononcer. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'elle a, celle-là ? Mais celle-là, elle est très, très, très importante parce qu'elle est décrite alors, dans plusieurs inflammations, etc. Mais il y a une inflammation dans laquelle elle est décrite, c'est celle du Parkinson. D'accord. Donc, à la base, cette bactérie, on a tous un petit peu de cette bactérie dans les intestins. Jusque-là, tout va bien. On s'est rendu compte qu'avec l'âge, donc plus on prend de l'âge, plus cette bactérie, elle proliférait. Donc, elle prenait un peu plus de place. Jusque-là, rien de spécial. Mais on s'est aperçu que dans certaines populations, cette bactérie, elle se mettait à proliférer de manière très accélérée, anormalement, par rapport à l'évolution de votre âge. Et là, quand on s'y est intéressé, on a trouvé que c'était un point commun à tous les gens atteints de Parkinson stade 1. Donc c'est là qu'on s'est mis à l'étudier et à voir un petit peu quel était son rôle au niveau de cette inflammation. Oui. Alors après, il faut savoir, une fois qu'on a cette information, qu'est-ce qu'on en tire comme solution médicale pour justement pouvoir freiner Exactement, c'est ça. Freiner la Parkinson. Parce que la Parkinson, on sait que c'est une maladie évolutive. Exactement, c'est ça. On freine la maladie aujourd'hui. On freine la maladie, c'est tout à fait ça, exactement. On ne peut pas l'éradiquer, cette maladie, mais on s'est rendu compte qu'en freinant la prolifération de cette bactérie, ça pouvait être une voie thérapeutique pour faire partie des facteurs qui pourraient freiner cette maladie. D'ailleurs, on la retrouve aussi dans les inflammations polykystiques. C'est aussi une bactérie qui va exploser du jour au lendemain. Est-ce qu'il y a d'autres bactéries qui gagnent à être connues avant la pub ? Une petite avec un nom comme on aime bien, dont on va se souvenir. Voilà. Une petite, alors on a Blosia. Oh, ça va, Blosia. Alors là, il n'y a rien, pas de difficulté à la dire. Mais Blosia intervient dans l'Alzheimer. Donc voilà, c'est un joli nom, mais pour une maladie assez lourde. Et c'est pareil, on s'est rendu compte que Blosia, elle, c'est l'inverse. C'est perdre Blosia qui nous emmène vers des inflammations dont... c'est parce qu'on en a de moins en moins. C'est ça, exactement. Il y en a une, on en a de plus en plus, et donc ça dégénère. C'est Merdae. Et d'autres, on en a de moins en moins et ça dégénère. Et c'est ce qui explique qu'il faut être toujours à l'équilibre. Voilà, c'est une habituée de l'émission, le docteur Kaina Oussedik, qui est avec nous. Bonjour. Comptez, vous avez au moins 7 bestes parmi les émissions. C'est vrai, ça. Vous publiez La révolution des microbiotes buccal, intestinal et vaginal chez Albin Michel. On était en train de parler des stars du microbiote intestinal. Allez, une ou deux pour la route et on va changer de microbiote après. On a Ovatus. Ovatus, c'est une bactérie qu'on retrouve dans les problèmes cardiovasculaires.
C'est une bactérie qui vient assainir vos parois, vos muqueuses, et notamment les muqueuses intestinales. Et on s'est aperçu que lorsqu'elle était déstabilisée, Ovatus, la pauvre, ça pouvait inflammer toutes les muqueuses, dont les muqueuses cardiaques. Ovatus. Et la dernière, allez. Si vous en avez une, hein. Sinon moi j'en ai, mais elles ont des noms un peu... Allez, dites-moi. Non, alors elles ont des noms à coucher dehors. Hein. Vous avez... Hydrogénotrophica. Oui, par exemple. Elle est bien, celle-là. Ouais, elle est bien, celle-là. D'ailleurs, on essaye toujours de l'analyser chez les gens qui se plaignent de flatulences, de ballonnements, de problèmes digestifs. Ça, c'est très, très important. Donc, on ne peut pas dire vraiment que analyser, séquencer ces bactéries ne sert à rien. Parce que quand on les analyse... On va en parler tout à l'heure de ça, puisque effectivement c'est un des sujets... Et c'est toujours intéressant et important de savoir si c'est... La communauté médicale exactement. Dit que ça ne sert à rien. Une partie. Bon, une partie de la communauté médicale. Voilà. Ce qui est tout à fait normal, on en parlera tout à l'heure, mais on comprend qu'il soit sur le séquençage. Tout à fait. Aujourd'hui, cette communauté médicale, d'ailleurs, hein, les médecins ne classent plus les maladies causées par des dysbioses comme des maladies psychiques. Longtemps, on disait de toute façon, ça vient de la tête. Oui, ça vient de la tête. Mais même ce qui était le plus frappant, c'était l'ulcère. L'ulcère, c'était une maladie psychosomatique. Enfin, il y avait beaucoup stress, maladie du stress. Voilà, c'est ça. Les plus, ce qui était le plus dramatique à l'époque, c'était l'autisme et la schizophrénie chez les enfants. On disait que c'était un manque d'éducation. Alors qu'on en est revenu de ce genre de conclusion médicale. Aujourd'hui, il y a des preuves scientifiques, hein, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Tout à fait. Et aujourd'hui, on voit bien que le déséquilibre de nos bactéries vont amplifier le signal de certaines maladies. La dysbiose signifie moins de bactéries dans nos microbiotes et moins d'espèces différentes. Voilà, c'est un appauvrissement de nos microbiotes. Exactement, c'est un appauvrissement. En moyenne, au niveau des intestins, on est censé avoir entre 1000 et 1500 familles bactériennes différentes. Ouais. Et lorsqu'il y a une dysbiose, on s'aperçoit qu'il y a moins de familles représentées au niveau intestinal, leur nombre est moindre, et donc cette diminution, malheureusement, va ensuite apporter certains déséquilibres, voire certaines maladies. L'ennemi, c'est pas la malbouffe, mais ce sont les aliments ultra transformés. Donc, il a été prouvé que c'était l'ennemi de notre microbiote et de nos bactéries. Et ça aussi, je dirais qu'il y a quelques années, le médecin disait que l'alimentation n'était pas vraiment un problème au niveau des bactéries et au niveau de nos microbiotes. Donc, ça aussi, on en est revenu. Donc, effectivement, manger trop transformé, manger des aliments trop riches en sucre, on voit très très bien que nos bactéries ne le supportent pas. Elles se rebellent quand on mange trop de sucre, quand on mange des céréales trop raffinées, le pain blanc, les pâtes blanches, sucre blanc, le fast-food et tout ça. Et quand c'est très récurrent dans vos habitudes alimentaires, on a vu que les bactéries ne pouvaient pas suivre ce rythme-là. Et c'est là où malheureusement tout se déséquilibre. Alors, le dernier microbiote qu'on va aborder, c'est le microbiote vaginal. En quoi est-ce que c'est un microbiote à part ? C'est un microbiote à part parce que c'est un microbiote qui est peu en termes de bactéries, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est pour ça que longtemps, on l'a laissé de côté en disant un petit milliard de bactéries, on s'y intéressera après. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il est quand même à l'origine de plusieurs déséquilibres chez la femme, notamment pendant la ménopause, là où nos hormones commencent à nous quitter. On voit que le microbiote vaginal s'affaiblit. Et puis le microbiote vaginal est l'un des microbiotes que moi j'ai analysé et étudié longtemps. Et c'est un microbiote où on voit clairement qu'il y a une certaine complexité à l'analyser. Parce que le microbiote vaginal, en réalité, c'est 5 flores différentes. Autant tout à l'heure, on parlait par exemple du buccal. On était à 3. On était à 3. Ouais. Là, on a 5 flores différentes. Ça veut dire que vous pouvez analyser une femme en Europe, vous trouvez la flore 1, qui est la très bonne flore, qui vous permet de vivre sans infection, sans mycose, etc. Et où cette femme n'aura pas de problème même de fertilité, d'avoir des enfants, etc. Vous avez la flore 2, qui est souvent chez d'autres populations, mais qui est aussi une bonne flore. Ensuite, vous tombez sur la flore 3 qui est intermédiaire, flore 4, flore 5, enfin, on a différentes flores et chacune va se comporter différemment au cours de la vie. Donc, ça rajoute encore une complexité. Ouais.
C'est là que vit le lactobacillus, oui, c'est celui notre star. Des yaourts. Voilà, exactement, c'est celui du yaourt et le lactobacillus au niveau vaginal. Alors, il faut savoir qu'il y a plus de 200 lactobacillus différents dans tout notre corps. Mais ils ont des petites variantes suivant leur géolocalisation. Ils sont localisés dans la bouche, ils vont venir aider le streptococcus. Ils sont localisés dans les intestins, ils vont aider à maintenir toujours une certaine acidité pour la digestion. Ils sont localisés dans le vagin, là, ils vont permettre de transformer les sucres en acide lactique. Et c'est grâce au lactobacillus qu'on a des muqueuses bien hydratées au niveau vaginal et que ce vagin, il est extrêmement acide. Donc rien ne peut passer. Et d'ailleurs, vous dites qu'il faut laisser le vagin et la flore vaginale acide. Oui. Alors que longtemps on se disait... Ça veut dire quoi finalement ? Il faut la laisser travailler toute seule. Lorsque vous ne touchez pas votre flore, lorsque vous n'êtes pas une adepte de savon... oui, alors souvent, voilà. On va poser la question des gels intimes. Exactement. Hygiène intime, vous voyez toujours sur les savons la première phrase. Qui sont bactéricides. Voilà, exactement. Et la première phrase, moi, qui hérisse mon poil, c'est écrit « Respecte votre pH ». Alors, il n'y a pas qu'un seul pH au niveau de nos voies basses. Il y a le pH de la vulve, le pH du vagin. On a différents pH. Donc, un savon ne peut pas respecter mon pH parce que j'en ai pas qu'un seul, j'en ai différents. J'en ai plusieurs. Est-ce que l'utilisation, par exemple, des protections féminines, alors on va dire les tampons, par exemple, exactement, ça déséquilibre la flore vaginale ? C'est ça, exactement. Ça peut la déséquilibrer. Alors, ce qui déséquilibre le plus, c'est les tampons ou les serviettes en dehors de ces règles. Donc, quand on a des règles, on va faire attention à son hygiène. On dit toujours juste se laver à l'eau claire. Quand on prend la douche à la fin de la journée en période de règles, on n'a pas besoin de laver son vagin. Juste à l'eau claire, une douche comme d'habitude. Là, le tampon ou la serviette, on ne peut pas éviter. C'est ce qui fait partie de notre hygiène. Par contre, en dehors de nos règles, arrêtons de porter encore un tampon ou une serviette. Trop d'hygiène, tue d'hygiène. Exactement. Voilà. Et c'est là où on va sensibiliser le lactobacillus et on va complètement le déséquilibrer. Le vagin est auto-nettoyant. Exactement, il s'auto-nettoie tout seul. Les lactobacillus sont des grands, ils sont capables de tout faire tout seuls. Par contre, lorsqu'on met le savon ou lorsqu'on met trop souvent une serviette ou lorsqu'on essaye de venir donner un rythme à ce vagin, il n'est pas content, il se rebelle. Kaina Oussedik, pourquoi les médecins sont-ils réticents à l'utilisation des bilans de microbiote ? Alors, une partie des médecins sont réticents et on comprend parfaitement pourquoi, parce qu'il y a eu trop d'abus. Il y a eu des plateformes numériques, venez, on va vous analyser votre microbiote, etc. Et ce n'était pas vraiment une analyse de microbiote. Donc, il faut comprendre ce que c'est une analyse de microbiote, il faut comprendre ce qu'elle contient, il faut savoir choisir une plateforme pour séquencer son microbiote, parce que sinon c'est tout et n'importe quoi. Et donc les médecins pensent que tant que c'est pas structuré, tant que c'est pas normé, il faut pas aller vers ce type de séquençage. Donc je les comprends. Alors, il y a plusieurs types d'analyses. Vous parlez du 16S. Oui, c'est ça. Le 16S, c'est comme une plaque d'immatriculation que vos bactéries ont. Donc, quand il y a cette plaque, on sait à quelle espèce appartient ces bactéries. Après, le séquençage 16S, c'est pas un séquençage très sensible parce que lorsque la plaque d'immatriculation est pas lisible, on peut pas bien la lire, ou lorsque cette bactérie est très peu représentée dans votre système, on a du mal à la détecter avec cette technique 16S. Est arrivée après une technique mais magnifique qui a tout révolutionné, et c'est pour ça que c'est dommage de pas transmettre ça aux patients, aux gens qui ont vraiment des problèmes, c'est la technique shotgun. Le shotgun, c'est... Alors le shotgun, j'aime pas trop la traduction. Moi non plus. Parce que c'est un terme anglais. Hein. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est quoi ? C'est le gun qui shot, mais en gros, c'est fusil. Voilà, en gros, c'est fusil de chasse. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, on va cibler et on va couper en petits morceaux l'ADN des bactéries. Ensuite, on va lire tous les petits morceaux et après, on va les coller entre eux et on va détecter à quelle bactérie appartient cet ADN. Et donc, pourquoi cette technologie, elle a tout révolutionné dans les microbiotes? Parce que c'est une technologie qui lit directement l'ADN. Elle n'a pas besoin d'une plaque d'immatriculation. Donc, elle va lire
tous les ADN qu'il y a dans l'échantillon. Et elle va pouvoir vous dire elle va vous renseigner, par exemple, que vous avez 1% de Akkermansia. La Blossia, vous avez 0,2%. La Streptococcus, au niveau de la bouche, vous avez 2%. Donc, en fait, elle est capable de vous renseigner sur la nature des bactéries qu'il y a dans l'échantillon et de vous donner une proportion par rapport à votre localisation naturelle. Donc, c'est quelque chose qui a révolutionné la science et les microbiotes. Et c'est dommage de ne pas pouvoir transmettre ça et donner ça aux gens qui en ont vraiment besoin. Vous, Kaina, vous êtes convaincu que d'ici 2035, chaque femme, chaque jeune adulte, chaque jeune adolescent pourra bénéficier d'un séquençage de ces 3 microbiotes qui lui permettra d'éviter notamment certaines maladies et à terme permettre aux populations futures de développer moins de maladies. Exactement, c'est ça. On peut éviter certaines complications. On sait très très bien que chez le nourrisson, quand un bébé vient au monde, suivant s'il est sorti par la voie naturelle ou par césarienne, on sait que parfois les nourrissons accouchés par césarienne peuvent avoir des complications sur les maladies, telles que l'asthme, les allergies, etc. Après, dans leur vie future. Donc, ça serait dommage de ne pas séquencer le microbiote de ces nourrissons et de voir un petit peu comment on pourrait renforcer leur microbiote, parce qu'on sait que chez eux, tout est dynamique jusqu'à l'âge de 4 ans. Donc, c'est dommage de ne pas regarder leur microbiote, de le renforcer avant l'âge de 4 ans. Docteur Kaina, vous s'est dit que la suite est dans votre livre, La révolution des microbiotes buccal, intestinal et vaginal, chez Albin Michel. On les a développés ce matin. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Kaina, et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.